Société d'abondance, moi je sais que depuis 82-3, je suis extrêmement choqué, comme beaucoup de gens, de voir ces miséreux dans les rues de Paris, alors qu'on est dans une société de l'abondance. Ceci est inacceptable à mes yeux. Et c'est la mise à mal aussi des protections nationales, tu le dis très bien, hein. Avec une augmentation des inégalités, il y a plein de papiers sur les inégalités, ceci est totalement inacceptable et conduit, à mon avis, à la montée du nationalisme, du populisme, augmentation des inégalités, chômage, parce qu'on nous raconte des sornettes, hein, quand on dit 4% de chômage dans tel pays, en fait, si on prend la production, la population active, elle n'est pas fondamentalement différente, et c'est pour avoir des emplois de merde, hein, et continuer à en avoir 2 ou 3, je ne vois pas de grosse différence avec le chômage. Donc, on sait très bien que le chômage, il n'est pas très différent dans la plupart des pays, sauf qu'il prend des expressions un peu différentes. Chômeurs indemnisés, on ne parle pas des chômeurs d'ailleurs qui n'ont plus recours, comme aux États-Unis, au marché du travail. Bon. Chômage et travail précaire. Voilà une des conséquences. Deuxième conséquence, c'est on n'arrête pas de nous bassiner avec le retour de la croissance. L'hégémonie de la croissance, sans se poser le questionnement sur les finalités de la croissance. On ne croit pas pour croître. D'ailleurs, l'augmentation du PIB n'est absolument pas parallèle à l'augmentation de la qualité de vie. Il y a un excellent papier de Galbraith fait il y a quelques années qui montre une famille américaine dans une belle voiture toute neuve qui se promène dans la ville pleine de détritus, où l'entretien de la ville est lamentable, hein, bon, etc. Donc on voit le contraste entre la prospérité individuelle et la déshérence de la ville. Et puis bon, vous connaissez comme moi tous les travaux qui sont faits pour montrer que le PIB, ce n'est pas un indicateur suffisant pour exprimer la qualité de vie. Au niveau européen, comme on est vraiment dans le tout économique, hein, eh bien, c'est le moins-disant à la fois financier, hein, et on met le moins de taxes possible, exemple Irlande, qui franchement c'est lamentable, et le moins-disant social. Hein. Donc, la question, et alors résultat, eh bien, s'il y a un moins-disant fiscal et social, il y a une mise à mal des classes moyennes et des populaires, d'où une solidarité, comme le dit très bien l'article du Monde, hein, qui repose sur une base identitaire, ethnique et religieuse, et non plus sur une solidarité nationale. Donc le problème central, pour moi, c'est ça. Hein. Alors les propositions, au niveau européen, je reprends ce que disaient Aglietta et Leron, c'est d'encadrer le marché dans la société européenne et ses valeurs. Si on n'encadre pas le marché dans les valeurs initiales de l'Europe, qui étaient la liberté, l'égalité, la justice sociale et la dignité, on va vers la catastrophe. Mais c'est le cœur du problème dont il faut, à mon avis, discuter, plutôt que de discuter avant tout de la démocratie, ce qui ne veut pas dire que la démocratie ne soit pas essentielle. Ils disent également qu'il faut qu'il y ait des ressources budgétaires qui soient allouées à l'Europe avec des objectifs de développement durable et contrôlés par le Parlement européen et rendre aux États leur capacité budgétaire pour redonner une substance à la vie démocratique. Parce que si tout vient de l'Europe et il faut vraiment être en dessous des 3% et en dessous d'un certain déficit, où est la substance démocratique économique ? Elle est inexistante. Et ça explique pourquoi la Grèce a dû faire ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé en Italie, en Irlande, au Portugal, en Espagne. Bon. Alors, un des moyens d'y arriver, bien entendu, c'est l'approfondissement de la démocratie à tous les niveaux territoriaux, que ce soit le local, que ce soit le régional, que ce soit le national, l'européen, et également la démocratie sociale. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement, par exemple, c'est de ne pas avoir, lorsqu'il a fait la réforme du travail, c'est de ne pas avoir donné plus de poids aux syndicats pour augmenter la démocratie sociale, comme ça se fait, par exemple, en Allemagne. Je ferme cette parenthèse. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais je veux dire qu'il y a un certain nombre de réflexions très intéressantes qui nous viennent des États-Unis, avant Trump, mais Trump n'a rien à voir dans l'histoire, et c'est la présentation d'un certain nombre d'alternatives concrètes, d'utopies réelles au niveau microéconomique. D'ailleurs en France, il y en a plein. On connaît les coopératives, on connaît
les selles, etc. Il se passe plein de choses sur le terrain, hein. Mais encore faut-il un peu les analyser. Par exemple, ça va vous faire rigoler, Wikipédia. Wikipédia, c'est un exemple extrêmement intéressant d'encyclopédie des connaissances fondée sur le bénévolat, hein. Et la coopération. Oui, les coopératives, absolument. Oui. Les coopératives de travailleurs, par exemple au Pays Basque espagnol, les coopératives de travailleurs sont arrivées à augmenter le niveau de vie des gens qui étaient dans ces coopératives et d'avoir une certaine viabilité dans ce qu'elles faisaient. Car la viabilité, évidemment, de toutes ces expériences est très importante. Le revenu universel, à nouveau, est posé comme un des éléments importants de l'utopie réelle, car il diminue les risques que font encourir l'autogestion dans ces coopératives. Il éradique en partie la misère et il libère du temps, ce qui à mes yeux est tout à fait fondamental, pour avoir une capacité d'engagement. Dans les années 90, je rappellerai, moi je faisais partie de ceux-là, qui disaient qu'il ne faut pas une société de plein emploi où le travail soit l'essentiel, il faut une société de pleine activité où d'autres activités, hein, sont aussi porteuses de sens à côté du travail. Et je crois qu'il faut reprendre cette liste-là. Alors, le budget participatif à Porto Alegre, par exemple, ça a eu des résultats extrêmement importants en diminuant les inégalités sociales, etc. Alors, le budget participatif, il s'étend à la ville de Paris, fait du budget participatif, hein. Je ne dis pas que le budget participatif est la solution en soi, mais peut apporter un certain nombre d'expériences d'utopie réelle intéressantes. Alors, la question maintenant qui se pose, quand on voit toutes ces utopies qui partent du terrain, c'est comment articuler les différentes expérimentations, comment arriver à avoir des contre-pouvoirs pour contrebalancer les tendances oligarchiques. Et c'est là où M. Wright, qui est un auteur américain, qui a publié un bouquin en 2017, parle des utopies interstitielles, c'est-à-dire qu'on érode le capitalisme financier, le modèle de développement actuel, par le bas. On fait des brèches dans la muraille. Mais, évidemment, pour que ces utopies concrètes aient un impact sur la population, il faut qu'elles améliorent vraiment la vie de la population. Et je me rappelle avoir vu, il n'y a pas très longtemps, un exemple, je ne sais pas exactement quelle est la forme juridique, mais où un certain nombre de gens travailler, je crois que c'était avec Emmaüs, pour remployer des chômeurs de longue durée. Il y a des départements, par exemple, je passe du coq à l'âne, il y a des départements qui essayent d'expérimenter zéro chômeur. Bon. Voilà un exemple intéressant parce qu'ils arrivent à avoir des résultats importants. 30% des chômeurs de longue durée retournent à l'emploi. 30%, c'est peut-être pas 100%, mais c'est mieux que 3%. Et l'État devrait renforcer et diffuser les expérimentations. Et on sait si en France on est mauvais. Les multiples expérimentations dans tous les domaines qui ont eu lieu et qui ont apporté quelque chose n'ont jamais été évaluées correctement et n'ont jamais servi de modèle pour passer au stade de généralisation. Moi, je connais bien les problèmes de santé ou les problèmes de vieillesse. Il y a eu plein d'expérimentations intéressantes, elles n'ont jamais été reprises, et on continue à chaque changement de gouvernement à refaire des groupes de travail qui vont reprendre, qui vont redire il faut faire ce qui a déjà été fait, etc. Donc l'État devrait jouer ce rôle, mais malheureusement, dans notre pays, il le joue relativement peu. Ensuite, la vraie faiblesse de tout cela, c'est où sont les mouvements politiques et sociaux pour créer un rapport de force favorable. Alors, si on prend l'exemple des États-Unis, prenons l'exemple de la dernière campagne, ça a été reproché à Mme Clinton, elle a beaucoup fait pour les minorités. Le Parti démocrate, je parle sous le contrôle de Suzanne Georges, apparaissait un peu comme le parti des minorités, c'est-à-dire que les femmes, là-bas, elles ont décidé d'être comme une minorité de façon à augmenter leur impact dans leur combat féministe, les Noirs, etc. Hein. Donc, essayer que les différentes formes de domination puissent travailler ensemble. La question aussi, qui a été posée par exemple dans Nuit debout, c'est comment arriver à faire
émerger des luttes intersectorielles. Je ne fais que poser des questions, je ne veux pas les répondre, bien entendu. Comment reconquérir les classes populaires? Comment faire converger les différentes luttes sociétales et sociales? De façon à essayer de cristalliser toutes ces expériences et de retrouver un soutien pour véritablement s'attaquer au problème de départ qui est la dominance du champ économique et toutes les conséquences néfastes qu'elle génère. Alors j'ajouterais qu'il y a également une forme de contre-hégémonique dans la publicisation et la diffusion de la connaissance. On sait, et tu fais allusion dans ton papier, qu'il y a un certain scientisme qui vient obérer les bienfaits des progrès de la connaissance, avec une perversion par des forces capitalistiques, par exemple l'industrie pharmaceutique vient pervertir dans un certain nombre de cas l'amélioration des connaissances et crée des marchés artificiels. Et j'ajouterais d'autre part que malheureusement, et là je parle dans le domaine que je connais, qui est la santé, j'ai pensé pendant un certain temps que les usagers de la santé, qui ont un certain savoir profane, pourraient contrebalancer le pouvoir médical et, disons, le pouvoir du modèle dominant. Et malheureusement, ils sont très marqués par l'idéologie dominante, quoi. Et comment arriver à ce que les usagers, les citoyens sortent des modèles dominants, quoi. C'est des questions que je pose. Mais là, je pense que des mouvements comme la science au service des citoyens peut être extrêmement utile. C'est-à-dire que les scientifiques essayent d'apporter ce qu'apporte vraiment la science et essayer d'éviter les perversions qu'elle peut apporter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je pense que donc, il ne s'agit pas de dire que la démocratie n'est pas essentielle, bien entendu, mais je pense qu'il est très important d'avoir présent à l'esprit en sous-jacent qu'est-ce qui peut faire changer cette société de merde dans laquelle on vit, et je ne pense pas que la démocratie seule peut le faire, parce que la démocratie, il y a des démocrates à droite, ils ne vont pas remettre en question le modèle dominant capitalistique, financiarisé, que vous connaissez par cœur aussi bien que moi, sinon mieux. Voilà. Donc je pense qu'il faut un peu déplacer la problématique, et en faisant de la démocratie à tous les niveaux et la démocratie sociale un moyen pour arriver à des fins qui sont finalement le changement social, quoi, si tant est qu'on puisse encore y croire. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu confus. Non, non, ça complète, au contraire. Ces deux points de vue qui se complètent. On avait prévu que ce soit comme ça, donc ça se complète. Et simplement sur la question de la démocratie et de l'économie, puisque c'était nos deux, et du social, c'était nos deux partis. Pourquoi la démocratie peut paraître aussi importante aujourd'hui, c'est que on peut craindre, et c'est ce que tu disais aussi, le pouvoir d'une certaine technocratie ou de lobby économique qui ne défendent que leurs propres intérêts. La démocratie a au moins ceci de bon, même si elle n'est pas parfaite, de mettre dans le jeu des décisions des citoyens, c'est-à-dire, et théoriquement à égalité. Bon, la question est loin d'être résolue, on le sait bien, mais c'est quand même en partie cette question-là qui permettra de résoudre, enfin la réponse à cette question-là qui permettra de résoudre une partie des questions que tu as posées. Et tu as bien montré d'ailleurs que dans pas mal de situations que tu proposais comme exemple, la démocratie est au cœur de ces exemples et de ces réussites d'ailleurs. Voilà. Donc la parole est à vous, si vous voulez bien, et ceux qui veulent parler, parlent. Jean-Michel. Je ne voudrais pas paraphraser, en tout cas pour l'intervention à laquelle je souscris pour beaucoup. Je dirais qu'il y a deux choses. On sait qu'il y a une crise de la démocratie, qu'il y a une crise aussi de la gauche, qui est liée. Je crois qu'on sait la décrire, beaucoup la décrivent parfaitement, la domination en tout cas maintenant du capitalisme, des marchés, au détriment des États et des citoyens. Il y a beaucoup d'économistes dans la salle, mais n'importe quelle grande banque type la BNP représente X fois en capitalisation celui des gros États. On s'en étonnait il y a 20 ou 30 ans quand il y avait
financiers avaient réussi à mettre en difficulté la livre sterling, c'était, et encore, qui avait pu résister. Bon, maintenant on ne peut même plus essayer, c'est-à-dire que la capitalisation est telle, déconnectée de l'économie réelle, il n'y a plus aucun rapport entre l'économie réelle, et ce qui veut dire qu'il y a eu, au niveau de la démocratie, un recul des États et un recul des citoyens. Or, la démocratie, dans sa définition, c'est quand même le gouvernement pour le peuple et pour le peuple. Or, l'un des moyens, c'est l'État. Après, sauf pour les léninistes, ça se discute, je veux dire. Mais, et l'État se réduit et s'efface. Bon, tout ça, on le sait. Donc, quelles sont les réactions ? Les réactions sont liées aussi à mon avis, à la fin des idéologies classiques, du temps où il y avait une opposition capitalisme-communisme, il y avait un bloc et il y avait aussi des freins. Les pays occidentaux avaient une certaine crainte que le communisme se développe, donc ils ne poussaient pas tout jusqu'au bout. Bon, le communisme a échoué, au moins d'un point de vue économique, etc. Et restait dans ce cas-là pour la démocratie, par rapport à la finance, la possibilité du socialisme, non-communisme. Hein, bon. Or, là, on tombe dans la crise de la social-démocratie. Qu'ont fait les sociodémocrates? La plupart du temps, ils ont essayé de résister un peu au capitalisme, mais reprenons en France, reprenons en Grande-Bretagne, en Allemagne, avec Helmholtz, etc. Ils se sont dit, bon, enlevons quand même des petits avantages sociaux, petit à petit, donnons des gages. Bon, et est-ce qu'en enlevant ces avantages sociaux, ils n'ont pas en fait encore contribué davantage à instaurer le libéralisme et en plus à le défendre dans l'opinion? Bon, donc le communisme a disparu, cette opposition a disparu, la social-démocratie tente à disparaître pour cette raison-là. Donc la question que je pose, mais qui n'est peut-être pas optimiste, est cette financiarisation, cette domination de la finance complète, est-elle réversible aujourd'hui et comment? Et s'il y a une solution, pour ma part, c'est justement celle des intellectuels, etc., de recontribuer à une nouvelle idéologie dominante, comme elle était au début du XXe siècle, où il y avait aussi bien les peintres, la littérature, le théâtre, etc., qui contribuaient justement à cette création démocratique. Il y avait aussi un personnel politique qui avait des visions sur l'Europe, etc. Je dirais presque méchamment, aujourd'hui, la politique semble davantage menée par des professionnels de la politique qui regardent à court terme. Quand on voit l'état de la gauche, on voit une multitude de micro-partis, de scissions, etc., de personnes qui, a priori, veulent s'assurer quelques mandats, le financement de leur petit parti, mais qui n'ont plus d'idéologie à défendre. Bon, voilà, beaucoup d'interrogations, peut-être pas pessimistes, mais le fait de dire, mais allons-y, puisqu'on est les intellectuels, comment contribuer davantage à un possible renversement de l'idéologie dominante. Suzanne Georges, donc. Est-ce que je pourrais demander que chacun dise son nom, parce que moi... C'est une occasion de se connaître. Ah oui, alors tout à fait, Suzanne. Alors, Jean-Michel Echenne, hein, Voilà. qui est un membre du Cercle Qui est du CA. et du CA. Non, c'était un homme des ressources humaines. Non, voilà. J'ai été directeur des ressources humaines dans des entreprises. Et alors, Jean-Claude Henrard est professeur de santé publique. Donc il parlait de la santé tout à l'heure. Et il t'occupait en particulier des personnes un peu âgées. Oui, de nous, quoi. Oui, mais tout à fait, c'est tout à fait juste, Suzanne. Je voudrais répondre sur un ou deux points. Personne n'a parlé du pouvoir croissant et très important des entreprises transnationales. Vous avez parlé de la banque, et c'est vrai, c'est énorme. Mais
ce que nous appelons en anglais le corporate capture, prise de pouvoir du reste de la société par les très grandes corporations, les très grandes transnationales, est un vrai problème qui entame de plus en plus justement la démocratie, parce que maintenant le nombre de lobbyistes est cité n'importe où entre 20 000 et 80 000, que ces gens sont très actifs. Ça veut dire que chaque député et chaque membre de la commission doit avoir un lobbyiste à peu près 100 fois par an, que ces lois sont faites et que l'Europe donne de plus en plus de preuves qu'elle est carrément du côté des entreprises et pas du peuple. Et que nous avons des preuves de cela aussi, et simplement poser en termes politiques ou même économiques au sens un peu étroit ne suffit pas. Et je voudrais citer à ce propos un article scientifique, mais n'ayez pas peur, moi je suis incapable de lire les équations, et on n'a pas besoin de lire les équations pour le comprendre. Ça s'appelle le Network of Global Corporate Control. C'est fait par 3 mathématiciens à Zurich Polytechnique qui ont commencé, je ne vous raconte pas toute leur histoire, mais ils ont pris 43 000 transnationales comme base de données. Ils ont voulu savoir qui était connecté à qui, financièrement ou autrement, mais très souvent en termes de filiales, qui possède qui. Ils réduisent petit à petit cet échantillon de 43 000 d'abord à 700 et quelques énormes boîtes qui possèdent de l'ensemble, qui possèdent 40% de l'ensemble du début. Ensuite, 140 compagnies qui possèdent 80% de toute la conglomération. Leur carte a l'air d'une carte de l'univers, avec des liens comme ça dans tous les sens. Il y a plus d'un million de liens qu'ils ont établis. Ne me demandez pas comment. Et puis, on arrive à la fin de cet article dans l'annexe où les compagnies sont réduites à 50, qui sont les plus puissantes du monde. Et si vous regardez en détail la liste, vous n'allez pas reconnaître beaucoup de noms, mais elles sont toutes des compagnies financières, sauf 2, les intérêts Walmart et la compagnie pétrolière chinoise. Et ces 50 très grosses boîtes, les chercheurs disent qu'ils possèdent tous la propriété du fil du rasoir, the knife edge property, et que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais si l'une de ces boîtes sur la liste s'écroule, ça va faire des dominos qui font comme ça, parce que tout ça est tellement interconnecté. Et c'est très intéressant, c'était publié en 2011. Lehman Brothers est toujours sur la liste des 50 plus puissantes. Et bon, ça fait 10 ans, on sait ce qui est arrivé avec Lehman Brothers. Et effectivement, 7 ou 8 ans après, on était encore à essayer de savoir qui devait quoi à qui, parce que, et ça nous a coûté quoi? Ça nous a coûté pour toute l'Europe, les États-Unis et toutes les reprises de notre vie, enfin essayer de reprendre l'économie, ça coûtait aux citoyens 14 trilliards de dollars. Ce sont des chiffres du premier économiste de la Banque d'Angleterre. Bon, 14 trilliards, moi je ne sais pas je donne une image pour les trilliards parce que c'est incompréhensible.
Si vous avez une trotteuse à votre montre et si chaque seconde est $1, pour arriver à 14 trilliards, vous attendez 450 000 ans. Et voilà où nous en sommes. Nous finissons de payer cette somme. On nous annonce une autre crise. La faute à qui? La démocratie ne fait rien pour arrêter tout ça. Et l'Europe en particulier a encouragé les banques qui sont plus grosses qu'elles n'étaient, que ça peut faire écrouler absolument tout et on aura chômage à la puissance X, inégalité à faire pâlir ceux qui se croient dominer maintenant. Ça va être horrible et tout le monde perdra son assurance, ses assurances, je veux dire, en termes financiers. La Sécu, n'en parlons pas. Enfin, ça deviendra une oligarchie qui aura... ça, c'est ma plus grande crainte par rapport, parce que nous avons laissé non seulement les très grosses boîtes qui produisent des choses qui sont dans l'économie réelle très souvent, mais aussi cette puissance financière qui s'est décuplée et qui nous menace tous. Et on ne peut pas leur demander des comptes. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et personne ne leur demande des comptes parce qu'elles n'en donnent pas. Un système démocratique, c'est un va-et-vient. On peut demander des comptes, oui. On peut voter, on peut dire à certains intervalles, allez-vous-en. Mais là, non. Donc, elles sont responsables d'énormément de choses, mais ne rendent des comptes qu'à leurs actionnaires. Et puis les actionnaires font partie, elles aussi, en très grande majorité. C'est pas quelqu'un qui a 200 parts qui va gagner quelque chose. Et d'après Le Monde, les compagnies françaises gagnent tout de suite 65% de ce qu'elles payent aux actionnaires directement à d'autres compagnies financières. Enfin, voilà. Je pense que nous sommes face à des menaces que nous comprenons à peine, que nous n'avons pas intégré ça. Les économistes n'ont pas intégré ça. Et puis je dirais juste un mot de plus sur les économistes, c'est que vous avez parlé de la croissance. Et il y a un grand économiste écologiste qui disait: quelqu'un qui pense que dans un monde fini, l'économie peut croître éternellement est soit un fou, soit un économiste. Je pourrais parler des États-Unis aussi, où je pense que ce qui se passe avec les millennials, mais c'est depuis Bernie Sanders qui a libéré quelque chose d'absolument immense, est en train de faire gagner des tas de gens qui n'auraient eu aucune possibilité d'être élus gouverneurs, membres du Congrès, etc. Et on va voir oui, on va voir ça au midterm. On va voir ça très vite, parce que tout ça est dans la rue, à frapper à des portes, à téléphoner aux gens, à demander est-ce que vous avez besoin de transport pour aller voter, etc. Et ils sont énormément de minorités, et je pense que ça fait aussi reprendre un peu corps aux États-Unis entre blancs, noirs, latinos, etc. On fait beaucoup moins attention à tout ça, en tout cas dans cette tranche d'âge. Ce sont des gens de notre âge qu'il faudrait tuer aux États-Unis parce qu'ils votent tous républicains. Ça va se faire de toute façon. Bon. Merci beaucoup, Suzanne. Bon, par approche successive, on va arriver à faire quelque chose de bien. Bon, d'autres interventions. Ce papier qui est libre en accès, c'est PLOS, c'est le Public Library of Science. C'est PLOS. The Network of Global Corporate Control, si ça intéresse certains. Oui. Je vous donne les noms des deux auteurs. Moi, oui, je veux bien. Je l'avais noté, je l'ai perdu. Voilà, c'est très facile à obtenir. Alors la présentation nécessaire, puisque... Colette Bordemenard, et je suis juste là
Oui, mais... J'ai pas envie de vous dire merci parce que tout ce que vous avez raconté est extrêmement décourageant et négatif. Vous me donnez l'impression de considérer que personne ne peut rien contre ce qui est en train de se produire. Alors, c'est votre discours. Moi, je pense, c'est peut-être de la foi plutôt que du raisonnement, mais non, je pense que c'est du raisonnement. Je pense que les États, pas chacun isolément, mais les grands États, et je mets là-dedans, par un barbarisme, l'Europe, peuvent des choses contre ces grands conglomérats économiques, contre ces grands groupes économiques, et que notre rôle de citoyen, et on est un peu citoyen ici ce soir parce qu'on essaye de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qui se passe. Essayons de réfléchir à comment mobiliser les forces pour qu'elles fassent pression sur leur gouvernement pour que les choses évoluent et que, enfin, l'Europe se mette à... D'ailleurs, c'est quand même très injuste. Je crois qu'ils ont, je n'ai pas très bien compris, mais je crois que l'Europe a commencé un tout petit chouïa à faire des choses à l'égard des GAFA. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai fini. Mais c'est très bien. Je n'ai pas parlé des choses positives. Je rentre ce matin d'une rencontre à Bruxelles entre justement plein d'organisations qui font partie d'un groupement, une coalition qui s'appelle Alter Europe, Alter EU, et qui sont, et c'était justement pour lancer un livre qui s'appelle Corporate Capture, et qui racontait tous les conflits d'intérêts. Il y a un mouvement organisé en Europe pour cela. Donc il y a des gens qui font des choses, qui font des recherches remarquables. Là aussi, c'est tout en anglais. Je suis désolée, mais on ne peut plus faire la recherche aujourd'hui si on et c'est dans le Corporate Europe Observatory, qui est écrit en un seul mot, .org, où vous trouverez plein de rapports sur justement le détail dans différents domaines, la chimie, la nourriture, enfin tous les sujets de l'Europe, et qui racontent aussi ce qui leur arrive quand ils vont voir la commission, etc. Donc il y a vraiment des gens qui sont professionnellement très engagés là-dedans et qui sont aussi de très bons chercheurs et qui inspirent d'autres groupes pour s'activer exactement dans le sens que vous dites. Exactement ça. Donc, il se passe des choses. Mais bon, je crois qu'on est au stade de l'analyse, la progression dans l'analyse. Donc je pense que on peut toujours trouver des choses bien, et je crois qu'il y a eu pas mal de choses bien faites au niveau européen. Il y a encore effectivement des commissaires, notamment la commissaire à la concurrence, qui fait un travail assez remarquable par rapport à ses autres confrères. Mais la question qu'on se pose, elle est de savoir si il y a actuellement, c'est ce que soulevait comme question Suzanne Georges, des contre-pouvoirs à des pouvoirs démesurés qui ne sont pas toujours bien connus d'ailleurs des citoyens eux-mêmes, de très grandes entreprises, de groupes financiers. On le voit bien, enfin, un des exemples que nous connaissons assez bien, c'est Monsanto. Bon, c'est quand même une entreprise multinationale qui a un pouvoir énorme, y compris auprès d'un certain nombre de politiques. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Donc après, je crois que les gouvernements ou les dirigeants européens ont la possibilité de faire des choses. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi nous ne les poussons pas à le faire ? Voilà, je crois que ça fait partie des questions. Et peut-être c'est aussi parce que la démocratie telle qu'elle s'est construite en Europe n'est pas suffisante aussi. Alors il y a d'autres personnes, je ne vais pas aller plus loin dans le commentaire. Alain Cohen, je suis juriste de formation. Moi je vois l'aspect juridique des institutions européennes. Elles ne sont pas démocratiques.
parce que quelles sont les institutions réellement démocratiques qui ont le pouvoir vraiment d'engager, qui ont, de par les habilitations données par les peuples. Alors vous avez la Commission européenne, ce n'est pas une institution démocratique, c'est une institution technocratique. La Banque européenne, n'en parlons pas. On a le Parlement européen. Alors, le Parlement européen, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors, on a vraiment l'impression que l'Europe, elle est entre les mains, effectivement, des groupes de pression, parce qu'il n'y a pas assez de démocratie. Alors, on peut toujours imaginer d'autres systèmes. Il fallait justement une réforme des institutions européennes, mais là, on assiste à un véritable blocage, parce que, bon, bien sûr, ces institutions technocratiques veulent empêcher une évolution des institutions. Alors, les peuples sont consultés, c'est vrai, au moment des élections, mais qu'est-ce que ça donne? Tout est verrouillé. Alors, bien sûr, on incite sur les aspects économiques, mais moi, je parlerai surtout des aspects formels. Les aspects formels, il faudrait un bouleversement des institutions européennes. Donc, à ce moment-là, il faudrait une autorité supranationale, un président des États-Unis d'Europe. Peut-être qu'à ce moment-là, les choses changeront. Alors, moi, je ne suis pas du tout pessimiste, parce qu'on peut résister à cet envahissement de cette technocratie européenne, parce que d'abord, les gens sont conscients, on a des outils informatiques, on a des informations, donc les gens sont conscients, mais seulement il faut trouver les canaux institutionnels pour entraîner un véritable bouleversement des institutions européennes. Mais les gens sont conscients. On n'est plus en 1930, où il n'y avait pas d'information, où on a été littéralement étranglé par ces dictatures d'extrême droite. Maintenant, il y a une extrême droite, mais bon, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment nous menacer. Vous avez un article dans Le Monde qui est sorti sur justement les menaces d'extrême droite en Allemagne. Bon, l'analyste dit nettement qu'on n'est pas dans le cadre de 1930, même s'il y a certains points de comparaison. Alors, moi, ma conclusion, bon, elle est personnelle. J'estime que bon, la démocratie est effectivement menacée, mais parce que, par exemple, la Commission, qu'est-ce que la Commission a fait pour lutter contre les déviations de l'état de droit en Pologne et en Hongrie? Alors, il y a actuellement une procédure de suspension, procédure très compliquée, je l'ai analysée. Cette procédure de suspension d'un État qui ne respecte pas la démocratie et les libertés, bah, cette procédure, elle est enlisée. Elle est enlisée en Pologne, elle est enlisée également en Hongrie. Alors, vous voyez, donc là encore, on voit toujours ces blocages, les blocages institutionnels. Alors, c'est au peuple à réagir, c'est-à-dire à tous les Européens. Donc, alors, évidemment, c'est difficile de rassembler les gens. Mais on verra à ce moment-là, au moment des institutions européennes, ça se fera, enfin des élections européennes, ça ne se fera pas dans l'année qui vient, ça se fera peut-être dans 10 ans, mais on y arrivera, parce que les gens sont conscients et ont des moyens d'information. Voilà, mon modeste point de vue. Vous faites le pari qu'il y a encore quelque chose à gagner à être européen pour les citoyens européens. Oui. Non. Ok. Les gens, c'est les citoyens. Comment? Quand vous dites les gens sont conscients. C'est les citoyens. Ils ont des moyens. Bon, bien sûr, la réforme de 2005 a échoué. Bon, mais enfin, il y a eu cette réforme qui a échoué, c'est sûr, en 2005. Mais on peut toujours rebâtir un nouveau projet constitutionnel. Moi, personnellement, j'y crois. Les gens ont le pouvoir. On a le pouvoir, même si ces institutions nous bloquent dans les possibilités de modification, mais c'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Je ne suis pas du tout populiste, hein. Je crois simplement à la démocratie. On a des moyens de transformer les choses, mais seulement ça va être très long.
Voilà. Vous avez raison, on a gagné contre le TTIP, mais il fallait vraiment que des millions de personnes soient à pousser l'Europe à le laisser tomber. Les Américains aussi, on a travaillé avec les Américains. Malheureusement, ça revient sous une autre forme. Ce que les entreprises le veulent. Alors ça revient sous un autre manteau, sous avec un autre chapeau. Je voudrais... Mais vous avez raison, le peuple a fait ça. Simplement, simplement rappeler, si vous tous n'ont pas lu l'adresse là d'universitaire européen qui est paru donc hier dans Le Monde, il est fait référence à un économiste que j'aime particulièrement, qui est Hirschman, qui a écrit un très beau livre qui s'appelait Voice, Exit and Loyalty. Et il est rappelé qu'un peuple, il a toujours la possibilité, quand il exerce son pouvoir, soit de manifester son opposition, voice, par sa voix, donc il dit bon, je ne suis pas d'accord, donc il a cette possibilité-là. S'il n'a pas cette possibilité-là, il a l'exit, donc il sort du jeu. Et il y a une troisième voie, curieusement, qui est souvent négligée, c'est la loyauté, loyalty. C'est-à-dire qu'on continue à faire confiance en espérant que les choses vont s'arranger. Et je trouve que cette référence à Hirschman, là, qui est mort il n'y a pas très longtemps, c'est un économiste hétérodoxe, comme on dit, est très intéressante parce qu'elle montre bien que le jeu politique est lié à des enjeux économiques, sociaux, et que ces jeux politiques, d'ailleurs Condorcet l'avait aussi étudié sous une toute autre forme à son époque, ne sont pas si simples que cela à régler, que le peuple a toujours la possibilité de s'en aller, d'une manière ou d'une autre. S'il fait, il ne vote pas. Il ne vote pas, ou alors il va vers des formes populistes ou dictatoriales qui lui conviennent à un moment donné. Ça s'appelle la retraite sur la vente. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou bien alors il a les deux autres possibilités, et c'est pas si simple que ça à mobiliser. Alors c'est vrai qu'on peut faire confiance au peuple, mais Sans tomber dans le populisme. voilà. Bon. Mais le populisme est une solution, et si vous voulez, je le répète, ce qui était un peu au cœur de notre discussion, hein, et on en a parlé avec plusieurs ici, c'est depuis 70 ou 80 ans, on pense que la démocratie est une chose nécessaire et voulue par tous. Bon. On est en train de se dire, à voir un certain nombre d'événements dans le monde et de ce qui se passe dans un certain nombre de pays, que la démocratie peut ne pas être désirée ou peut être considérée comme inutile, inefficace pour un certain nombre de gens, y compris citoyens, un certain nombre de peuples. Donc cette question-là, on a peut-être tort de la poser, mais je crois qu'il faut la poser parce que l'histoire nous montre que ça peut arriver. Donc on s'est dit que posons-la. Robert. Et puis Madame. Robert peut-être. Bon. Tu veux tout de suite ? Pour répondre, parce que je prends l'exemple de la France. La France est un pays, en principe, démocratique. Bon. Est-ce que l'état de la situation en France est satisfaisant ? Admettons que l'Europe ait des institutions comparables à la France. S'il n'y a pas véritablement un affrontement vis-à-vis, je suis d'accord, des lobbies, etc., je ne vois pas pourquoi le peuple se mobiliserait, dans la mesure où on fait la preuve qu'on n'en a rien à foutre du peuple, ou des classes populaires. Elles ont été abandonnées depuis, disons, 1983, si on veut le tournant de la rigueur. Hein. Bon, donc je suis d'accord sur la réforme institutionnelle nécessaire. Faut pas, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Je pense que le problème est politique, et c'est vraiment un affrontement. Alors j'ose pas dire droite-gauche, puisque maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la gauche aujourd'hui vise ? Parce que, bon, nous sommes dans un pays libéral, avec une économie de marché, mais c'est une société de marché. Le problème, c'est que il faut que le marché s'adapte à la société. L'économie, elle est là au service de la société et pas l'inverse. Donc je pense que vous avez en partie raison, mais que c'est insuffisant. Voilà, c'est tout.
Bon alors, Excuse-moi d'avoir... Robert et puis ensuite Madame Ligy. Sur le dossier Robert pour... Robert Bistolfi. Robert Pour Bistolfi. ceux qui ne l'auraient pas lu dans Le Monde d'hier ou d'aujourd'hui, je ne sais plus, il y a un article de Cécile de Courtieu et de Virginie Malingre Oui. qui est excellent. La réforme de l'Union enlisée, le bilan un an après le discours de la Sorbonne. Tout à fait. Et vraiment, il fait le point de manière factuelle, mais tout à fait. Pour ceux qui l'ont lu, je trouve qu'il apporte beaucoup. Mais j'ai trouvé très éclairant ton exposé, vraiment de A à Z. Je n'aime pas qu'on utilise le terme populisme comme on le fait très souvent en renvoyant les attentes populaires à des espèces de choses qui n'entrent pas dans un cadre acceptable, et on met dans le même panier populisme de droite et populisme de gauche. Je pense qu'il faut faire une réflexion sur ce point. Il y a dans le populisme de gauche, tel qu'il est incarné dans certains pays, un peu par Corbyn en Angleterre maintenant, par la France insoumise ici, en Allemagne par le mouvement que la présidente de Die Linke est en train d'amorcer, je ne sais pas où ça ira. Donc il y a des tas d'éléments qui apparaissent et qui sont intéressants. Je viens de lire le dernier livre de Chantal Mouffe, qui est la philosophe qui a inspiré largement Mélenchon et la France insoumise. Et là, je trouve des choses quand même qui sont très très intéressantes. Elles sont intéressantes pourquoi? Parce que la proposition qui est faite n'est pas écarte d'entrée de jeu. Soit des populismes qui courraient après ce qu'attend le peuple, y compris dans ses dérives les pires, racistes ou autres, ou alors une extrême gauche qui rêve de prendre le pouvoir à travers des affrontements violents. Donc le cadre de la démocratie représentative est accepté. Mais il s'agit de radicaliser, c'est le terme qu'elle utilise, de radicaliser cette démocratie, c'est-à-dire d'introduire des éléments de réforme qui sont en rupture avec ce que le système dominant peut accepter. On avait eu dans le passé déjà, chez des Verts, des démarches analogues. Même quelqu'un comme André Gorz avait développé des idées du même type à un certain moment. Donc tout ceci me paraît intéressant, mais me paraît intéressant aussi parce que, encore une fois, le cadre des libertés publiques, le cadre de la démocratie représentative, le cadre de l'épanouissement individuel, rien n'est remis en cause dans cette démarche. Mais la démarche me paraît comporter des illusions. Et elle pose des questions aussi. Les questions qu'elle pose, ce sont d'abord l'abandon du rôle moteur des travailleurs et de la classe ouvrière au profit, disons, d'une masse de gens qui sont dans des situations de dépendance par rapport au système, avec de faibles revenus, menacés dans leur avenir, la classe ouvrière bien sûr d'abord, elle existe toujours, quoi qu'on dise, et puis d'autre part des classes moyennes fragilisées de plus en plus. Donc l'idée est de développer un front commun. Alors là, il faudrait préciser comment on pourrait faire ça, elle ne le fait pas. Et c'est un des points aveugles de son raisonnement, qui permettrait de développer des politiques alternatives à ce qui est imposé, disons, par la droite libérale dans ces outrances que vous dénonciez tout à l'heure à juste titre. Donc ces propositions, ces analyses me paraissent intéressantes, effectivement. Elles me paraissent intéressantes, mais elle met sur le plan des équivalences, les luttes ouvrières, les luttes des associations, les luttes des mouvements de libération divers, des femmes, les mouvements végans, etc. Tout ceci apparaît comme contestant la logique du système, et c'est avec tous ces mouvements qu'il faut constituer une hégémonie alternative. Là, elle s'appuie sur Gramsci dans son analyse. Tout ça est très intéressant, mais les données concrètes de la construction sont absentes. Alors on va me dire, c'est les politiques qui doivent apporter cet élément-là. Et là, je termine sur une observation à propos de ton exposé que j'ai trouvé intéressant, mais et je suis d'accord pratiquement à 98% sur ce que tu as dit, mais s'appuyer sur les utopies interstitielles en pensant que face aux forces du système, on pourra, en fédérant tout ça, introduire des éléments de rupture qui permettront ensuite de construire un modèle politique à la fois libéral et porteur de valeurs sociales. Tu n'as pas dit ça. Donc tu n'as pas dit ça, mais dans le prolongement, certains voudraient imaginer ça. Et je crois que là, véritablement, c'est la construction d'un front politique maintenant, appuyé sur une vision hégémonique sur le plan culturel, hégémonique au bon sens du terme, qui me paraît l'étape à venir dans le calcul démocratique actuel. Bon, alors, Sylvie Ligy, alors, donnez votre nom vous-même, comme ça sera plus simple. Je ne ferai pas Ligy en plus, parce que j'aurais fait une faute en plus.
Oui, j'ai demandé la parole parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos de Hirschman, Exit. Voice and Loyalty. Moi, j'avais pas fait la même lecture. J'avais fait une lecture pour une organisation, pas pour au niveau d'une nation, d'un État, a fortiori à un niveau plus large. Effectivement, dans une organisation, on peut donner de la voix quand on n'est pas d'accord pour essayer de faire changer les choses. On peut partir, quitter, exit, on s'en va, je ne suis plus d'accord, je m'en vais. Ou être loyal, c'est-à-dire faire avec ce qui se passe. Au niveau d'un État, moi je ne l'avais pas lu au niveau d'un État. Au niveau d'un État, je suis... Alors, Exit, je ne vois pas très bien si moi je ne suis pas d'accord, où est-ce que je peux partir? Si je peux aller dans un autre pays, par exemple, ce ne sera pas forcément mieux, mais sinon je ne vois pas, et au niveau de l'ensemble d'une population, je ne vois pas bien où on peut Exit partir. Voilà. Voice, c'est-à-dire donner de la voix, et donc, alors oui, il peut y avoir bon, ça peut faire du buzz sur les réseaux sociaux, ça peut, voilà, ça en fait rigoler quelques-uns, ça mène pas très très loin finalement, de ce point de vue-là. Sinon, à moins de le traduire comme un petit peu ce qui vient d'être dit, de manière un peu, oui, à tout chambouler et de manière, comme disait Lénine, que faire? La révolution, de secouer, de renverser par la force. D'ailleurs, il y a un intervenant, je ne me rappelle plus qui, l'année dernière, qui disait, bah oui, on ne peut pas changer les trucs comme ça, à moins d'un mouvement révolutionnaire. Et c'est bien ce qui me chagrine, c'est que j'ai pas envie de faire la révolution, j'ai passé l'âge d'avoir ce genre d'ambition, mais je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre. Et loyauté, la loyauté, ce que je constate, le terme français qui me paraît le plus adapté à la situation, c'est apathie. Ah non, pas du tout dans l'adoption, dans l'acception. Non, mais même dans l'acception d'Hirschman, c'est pas du tout l'apathie, au contraire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que j'observe, c'est de l'apathie, c'est pas de la loyauté. C'est de l'apathie, c'est-à-dire des gens qui préfèrent s'intéresser à tout un tas d'autres choses plutôt qu'à la politique. L'apathie, c'est l'exit. Ah oui. Ils vont à la pêche. Alors c'est l'exit dans le sous-sol. Si vous voulez un exemple d'exit que vous avez connu récemment, c'est l'exode des gens de l'Est, notamment par la Hongrie. C'était un exit, et je peux vous dire que ça a fait tomber le régime. C'est un exit. Ça, c'est un exemple fabuleux. L'ouverture des frontières hongroises aux Allemands de l'Est. C'est un exit. Voilà, je parle pour ma part. Marcel, tu veux intervenir? Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que dans ce que je peux observer, effectivement, j'aurais tendance à avoir envie de vous suivre. Ça me ferait plaisir. Ça m'en remonterait le moral, mais je ne vois pas bien comment les gens, comme vous disiez tout à l'heure, en théorie, ont le pouvoir de faire des choses. Mais en pratique, est-ce qu'ils en ont la conscience? Est-ce qu'ils en ont la volonté? Est-ce que c'est... Il y a des choses il faut de la force et de l'énergie pour arriver, et des capacités, d'autres... Je suis assez pessimiste. Et pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Oui. Non, mais je veux vous croire. Sans faire la révolution. Je voudrais vous croire. Jean-Loup, et après Marcel. Pour verser au dossier du papier de gauche, j'ai mis sur le site... deux vidéos, une interview de Chantal Mouffe et un dialogue entre Chantal Mouffe et Mélenchon. Ouais. C'est sur le site, si ça vous intéresse. Il faut juste ajouter un petit point dans la définition du populisme de gauche, n'est-ce pas, qui définit eux et nous le peuple, mais il faut, pour qu'il existe, qu'il y ait un leader qui exprime la volonté, qui connaisse d'ailleurs la volonté du peuple et qui puisse l'exprimer. Je voulais quand même faire une autre remarque.
n'y a pas eu de manque de démocratie en Pologne et en Hongrie. Le gouvernement autoritaire qui ont aboli ensuite effectivement la liberté de la presse, par exemple, ont été élus tout à fait démocratiquement. La démocratie a parfaitement fonctionné. Hitler, d'ailleurs, est arrivé au pouvoir de façon tout à fait démocratique. Donc, comme disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Mais il ne faut pas voir là le manque de démocratie. Il faut voir simplement que la volonté populaire, pour l'instant, dans les pays d'Europe, s'exprime par un repli identitaire en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Angleterre, En France, voilà, je sais pas, c'est aussi, bien la partout. démocratie d'ailleurs. En Autriche, en France. partout. Alors, en ce qui concerne notre observation, on peut dire que le programme des Pères de l'Europe a été parfaitement réussi, c'est-à-dire de faire une Europe qui n'est pas de... comment dirais-je, qui n'est pas de tête politique. Actuellement, effectivement, pour changer les règles de l'Europe, il faudrait refaire totalement les traités européens. Mais je vous signale que ça nécessite un vote à l'unanimité. Alors, naturellement, une possibilité, ce serait qu'un grand pays comme la France sorte carrément, enfin, c'est un peu l'idée de Mélenchon, n'est-ce pas? Ils disent qu'il faut renégocier les traités européens, et si les gens disent non, alors Mélenchon dit je sors l'Europe. Bon, ça ne prend pas, voyons voir. Si, non, mais c'est ce qu'il président, c'est ce qu'il disait. Donc, vous avez raison, le système juridique européen a été fait pour empêcher l'Europe d'avoir toute direction politique. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite extraordinaire. Évidemment, les pères fondateurs de l'Europe, quand ils ont fait leur système, n'avaient pas prévu les contradictions auxquelles ce système se heurte actuellement et qui est peut-être, avec les problèmes d'immigration, etc., le début de son éclatement. Oui. C'est juste une question, puisque vous travaillez sur les textes juridiques. Vous avez eu l'occasion de revoir le plan Fouché. Est-ce qu'il pourrait être un élément à utiliser dans la refondation de l'Europe? C'est vieux, ça. C'était un plan européen que De Gaulle avait essayé d'avancer, qui avait été écarté, mais qui reposait sur la coopération des nations et qui prévoyait quand même une série de choses qui étaient très progressistes dans la construction, mais qui étaient beaucoup moins ambitieuses et ne passaient pas uniquement par le marché. Bon. Alors, moi, Non, parce que... Excusez-moi, vous pouvez revenir. Hein. Je peux. En deuxième semaine. Marcel Mazoyer, tu te présentes quand même. Marcel Mazoyer, oui. Marcel Mazoyer. Voilà. Un de nos anciens intervenants. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on nage dans tous les aspects de la crise économique, sociale, écologique, politique, morale, dans laquelle le monde s'enfonce depuis la libéralisation de la circulation des capitaux, puis les traités de libre-échange en tout genre, et y compris l'extension de la libéralisation au secteur agricole, qui a quand même fabriqué une crise économique et sociale monumentale, que les gens perçoivent, mais ne connaissent pas au fond profondément. Il y a quand même 3 milliards de gens qui souffrent, qui manquent de nourriture quotidiennement, de nourriture convenable quotidiennement. Ils sont en situation d'insécurité alimentaire au sens strict de sa définition, dont 2 milliards sont des paysans. Enfoncés dans le blocage du développement, dans la crise, l'appauvrissement et l'affamement, si je peux me permettre ce mot, par le libre-échange agricole. Bon, alors tant qu'on s'occupe des histoires de démocratie, de bien-être urbain, etc.,
c'est tout à fait légitime et j'ai rien contre. Mais je crois que tant que la société n'est pas massivement, clairement, tous les jours informée et réinformée de la profondeur, de la nature, de l'origine de cette crise, il n'y aura pas de mouvement social ayant une analyse cohérente, ayant une proposition alternative qui pourra imposer au vrai pouvoir de notre époque, qui est le pouvoir financier mondialisé, si je voulais le résumer d'un mot. Alors, de deux choses l'une, ou ce capital financier mondialisé qui est le réel pouvoir dans le monde, qui fait que les soi-disant démocraties sont encore des apparences de démocratie, mais ne le sont plus vraiment, en ce sens que même les hommes politiques sont manipulés par des médias, des systèmes d'information qu'ils n'ont pas créés, dont ils ne sont pas maîtres, et que deuxièmement, beaucoup d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, sont soutenus financièrement, directement ou indirectement. Quant aux mouvements sociaux aussi, les organisations de la société civile, elles sont 9 fois sur 10 financées par la Banque mondiale, par les gouvernements, par les entreprises même. Par les entreprises. Et même la recherche est privatisée. Beaucoup, c'est le cas de le dire. Moi, j'étais au département d'économie et de sociologie rurale de l'INRA, auquel appartenait Bernard Meulfer à l'époque, et c'était les débuts d'une tentative de financer le fonctionnement de la recherche, l'État payant les infrastructures et les salaires, de financer les recherches. Alors, ça veut dire que financement public de ce qui coûte cher, et puis financement privé de ce qui rapporte. Hein? En simplifiant, c'est ça que ça voulait dire. Ben, aujourd'hui, je pense que 80% des études de la plupart des laboratoires de l'INRA la plupart des études et des recherches sont financées privatement. Peut-être pas autant, mais certaines recherches déterminantes. Non, la FNSEA n'est pas assez riche. Non. La FNSEA non, c'est des entreprises. Financée. Mais ça, je veux dire que les lobbies dominants, c'est la grande industrie chimique, mécanique, etc. Alors, bon, donc, moi je trouve que ce que vous devriez vous consacrer à faire, non pas contre tout ce que vous avez dit, mais avant toute chose, c'est de rappeler, trouver moyen de faire publier, parce que personne n'en parle jamais quand même. Si. Ben, moi, je lis à longueur. Oui, non, mais quand je dis personne, vous en parlez, j'en parle. Mais nous ne sommes jamais... Enfin, je veux dire que j'ai pas lu un article sur la crise agricole et alimentaire dans sa profondeur depuis des années, sauf dans quelques travaux de colloques ou autres. C'est quand même écrasé par les chiens écrasés, quoi. C'est laminé, marginalisé, rendu invisible. Je parle pour le grand public, je ne parle pas pour les spécialistes qui savent de quoi ils retournent. Donc je trouve que vous devriez quand même mettre ça au cœur, la crise économique, écologique, sociale, de l'agriculture et de l'économie même, parce que si vous mettez l'agriculture à la question, vous mettez aussi l'économie globale à la question. La crise globale est fondée sur la crise agricole. Et ça, agricole et alimentaire. Tu seras d'accord avec ce terme. Ça non plus, c'est pas perçu. C'est pas su, si je peux dire. Donc il y a un vrai progrès de la connaissance à opérer pour que se constitue un mouvement social qui soit capable de faire reculer le pouvoir financier et les pouvoirs politiques qui sont à son service, enfin, de manière consciente ou inconsciente. Souvent inconscience, ce qui est encore pire. Ben, oui, bien sûr. Parce que c'est difficile à changer dans ces cas-là. Ouais. Hans, merci Marcel. Oui, connaissance effectivement de ce qui se passe, connaissance historique aussi. C'est une légende urbaine française que de dire qu'Hitler est arrivé au pouvoir démocratique.
Hitler avait en 32, environ à plus de 30% des voix. Aux dernières élections, il avait moins de 30%. Il avait exactement le nombre de points qu'avait Madame Le Pen en France. 28. Simplement, 28. Là. 28. Simplement, le système gouvernemental ou le parlementaire voulait qu'il y ait un gouvernement de coalition. Et, attendez, laissez-moi terminer. Et ce gouvernement de coalition soit mené par la fraction la plus importante dans la coalition. Donc il a été Oui. régulièrement. Laissez-moi terminer, je vous en prie. Allez-y. Ok. Et il est arrivé, donc, chancelier. Il a fait incendier le Reichstag. Il a utilisé les lois d'exception que la République fédérale avait votées exactement comme en France pour faire un putsch. Alors, on fait un mauvais diagnostic quand on pense qu'il est arrivé démocratiquement. Non, il a utilisé un manque de démocratie pour imposer une absence de démocratie. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Pologne. Et dire que ça se passe de manière démocratique, c'est nous priver de réflexion. Il est arrivé par un putsch. Mais non, il n'est pas arrivé par un putsch. Il a fait un putsch après. Pétain est arrivé en respectant les institutions en France. Je crois que ça fait, partie du débat. Vous voulez, comme vous voulez. Je crois que ça fait. Il n'aurait pas été au pouvoir s'il n'avait pas fait le putsch. Mais non. Il aurait été chancelier pendant 3 ans. Je propose que ce ne soit pas l'objet de la discussion, parce que là, on est sur. Moi, je suis assez. Non, ce que je veux dire. Je ne veux pas choisir pour l'un et pour l'autre. J'ai une préférence, mais je ne la donnerai pas ici. Je pense que là, on est en face de questions qui portent sur qu'est-ce que la démocratie et est-ce qu'une démocratie se résume à ses caractéristiques électorales et mise en place de structures politiques de gestion. Il semble que non. Donc, mais c'est une question qu'il faut étudier réellement, parce que c'est une question qui est en train de se poser à tous les pays européens. C'est-à-dire, est-ce que les structures actuelles de nos États de droit permettent, et d'ailleurs on l'a mis dans notre texte, permettent de prendre des décisions pour le bien de tous. Et préserver la démocratie. Oui, alors justement, c'est la question qui se pose. Si ces structures démocratiques de prise de décision ne permettent pas de prendre de bonnes décisions, peut-être qu'il faut les changer. Il y a des gens qui le pensent. La meilleure définition en une phrase que je connais, c'est la démocratie, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on fait. Pour laquelle on combat. La démocratie, ça veut dire pouvoir. Oui, mais le mot démocratie, c'est pas la paix. Hein. Non. C'est la lutte. C'est la lutte. C'est clair. C'est pas parce qu'il y a la démocratie que des bonnes décisions sont prises. La France était un pays démocratique, elle a eu une politique coloniale. Simplement. Donc, et en plus, la démocratie est imparfaite. On sait bien que sans la démocratie, c'est encore pire. C'est tout. Oui, non, mais... Et puis l'autre réflexion, c'est que en ce qui concerne le problème de la mondialisation de la finance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une régulation au niveau mondial. Et au minimum au niveau européen, européen. Ce qui a été raté par le père fondateur de l'Europe, mais qui est une mission quasiment impossible. Sans régulation au niveau mondial, évidemment, sans régulation politique au niveau mondial, il est absolument impossible de lutter contre la finance, contre une banque comme HSBC, dont la capitalisation, c'est une fois et demi le PIB de la France. Voilà. Et qui, oui, sauf que qui a acheté l'Angleterre. Si j'insiste, Marcel Mazoyer pourra le confirmer, l'Europe a eu une politique de régulation au niveau agricole qui a été efficace et qui avait un rôle au niveau mondial. C'est-à-dire que c'était jusqu'au début des années, enfin au milieu des années 80, l'Europe régulait son marché européen d'un point de vue agricole et alimentaire, mais régulait aussi le marché mondial. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains ont tout fait avec le Go-Around, pour que cette politique de régulation européenne soit cassée. Hein? Donc justement, ça va à l'encontre de ce que disent beaucoup de gens, et
le malheur que nous vivons d'ailleurs avec la disparition de cette politique agricole, c'est que la seule politique européenne qui a existé a disparu, et que ceux qui l'ont fait disparaître ne se sont pas rendus compte qu'il ne fallait pas la faire disparaître, mais en développer d'autres dans d'autres domaines. Et voilà. Pour rajouter à ce que tu dis, dans le cadre des relations avec les pays africains, à l'époque, les conventions de Lomé avaient permis quand même une régulation sur des grands produits agricoles. Oui. Et tout ça c'est quand même la démocratie américaine qui a battu les démocraties européennes. Les États-Unis passent pour un pays démocratique. Je veux dire, il ne faut quand même pas se leurrer sur ce mot. On ne va pas se dire, là où il y a de la démocratie au sens, vous avez raison, qui est une condition nécessaire, on est sauvé. On voit bien, enfin, les grands pays coloniaux qui ont fait une politique absolument dégueulasse et monstrueuse, c'était les grandes démocraties en perfectionnement. Bon, donc il faut repenser ça autrement. Le mot démocratie ne saurait en rien être une panacée. Vraiment, de quoi gerber. Il nous faudrait une démocratie populaire. Il faut être conscient. Peut-être mettre une nuance entre les institutions de la République, d'une République, et la démocratie. Parce que les faiblesses, par exemple, en France actuellement, peuvent être dues peut-être à la Constitution, à la Constitution au sens premier de la Ve République, à la manière dont elle organise la gouvernance de l'État, et avec les amendements successifs qu'il a pu y avoir. Avant la 5e, il y avait la 4e, qui n'était pas moins démocratique, la France n'était pas moins ni plus démocratique qu'aujourd'hui, mais c'était une autre forme d'organisation institutionnelle. Et donc, il y a peut-être quelque chose à chercher par là aussi. Je vais rappeler faire la différence entre le grand homme de l'école obligatoire, etc., a été en même temps quelqu'un qui avait une politique coloniale dont il a parlé, qui était très claire, avec des ports, etc. Je veux dire, c'est pas contradictoire. C'est pas parce qu'on est une démocratie qu'on ne va pas avoir une politique de domination mondiale. Et voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas des formes démocratiques développées. Mais si on croit que la démocratie est une panacée, c'est pas vrai. Hélas, non. Ce serait bien, j'aimerais, mais c'est pas vrai. Oui, non, mais je crois qu'il faut. C'est pour ça qu'on a cette discussion. Je crois qu'il ne faut pas en rester. On ne peut pas en rester. On l'a déjà. Tu n'étais pas à notre réunion, hein, c'est peut-être pour ça. On a dit que la dernière, on t'en veut pas. Quand on dit on t'en veut pas, ça veut dire on t'en veut. Non. Je suis un peu averti de cette... Non. Je pense que la question n'est pas là. Non, la question n'est pas... Non. Revenons à notre... Non, si, je vais te dire pourquoi, Pierre. C'est que simplement, justement, c'est une des questions qu'on s'est posées l'autre jour, quand on était en petit comité, sur le terme de démocratie. C'est-à-dire qu'on peut y ajouter tout un tas de termes de qualificatifs, et notamment, et tu seras d'accord avec nous, le pire qu'on puisse utiliser actuellement, c'est démocratie libérale, démocratie illibérale, parce que c'est vraiment mettre la confusion sur l'analyse réelle de ce qui se passe dans le monde. Et on a parlé de démocratie sociale, démocratie républicaine, démocratie populaire, enfin, toutes les acceptions du terme démocratique permettent d'afficher ou d'habiller une démocratie, même les pires qui soient. Donc c'est là où on te rejoint tout à fait, mais c'est justement là où on aimerait dire que la démocratie, ça peut être autre chose que cela. Régis Debray disait que la démocratie, c'est quand la République et les Lumières se sont éteintes. Bon. Oui, bon. Ce qui paraît très juste. C'est vrai, bon. Mais bon, il y a un côté un peu aristocratique dans cette définition. Pardon ? Il y a un côté un peu aristocratique dans cette définition. Non, moi je trouve. Bon. D'autres. En tout cas, Pierre et Jean-Loup, sur cette question de la démocratie, c'est vrai qu'il ne faut pas en rester au mot démocratie. On est d'accord ensemble là-dessus. Après, il faut quand même travailler cette question. Qu'est-ce qu'on... Je mettais en cause personne. Je voudrais prendre un exemple précis. Il y a eu une émission d'Arte sur HSBC assez remarquable. Oui, il était très bien, oui, j'ai vu. HSBC qui a blanchi l'argent de la drogue, a été poursuivi aux États-Unis
et a eu une sanction, une amende de 2 milliards de dollars, ce qui représente ce qu'elle gagne à peu près le tiers de ce qu'elle gagne en un mois. Voilà. En Angleterre, elle a été poursuivie pour avoir incité de riches citoyens à ouvrir des comptes non déclarés en Suisse, et elle a été condamnée, je crois, à quelques centaines de millions. C'était le maximum que pouvait faire la Commission. Oui, pouvait faire, oui, tout à fait, oui. Aux États-Unis aussi, c'était le maximum que pouvaient afficher les tribunaux. Et aucun de ces dirigeants n'a été... Et les dirigeants n'ont pas été mis en cause et n'ont pas payé eux-mêmes. Oui, ils n'ont même pas été virés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de poursuite pénale de la HSBC aux États-Unis, en particulier parce que le ministre des Finances anglais, l'actuel ministre des Finances Osborne, a écrit directement au président américain pour lui expliquer que infliger une sanction réelle, c'est-à-dire retirer sa licence à HSBC, eh bien, entraînerait des catastrophes en série, ce qui est vrai. Bon, donc là, ce qu'ils appellent too big to jail. Oui. Oui. Donc on voit bien que ce qui est en cause, ce n'est pas le problème de la démocratie, c'est le problème, encore une fois, de la régulation mondiale, de l'existence des nations. C'est ça le problème, c'est évident. Cela dit, les gouvernements en France ont des moyens qu'ils n'utilisent pas, de lutter contre l'optimisation fiscale au niveau de l'Europe, par exemple, puisque l'optimisation fiscale, c'est un moyen légal de ne pas payer d'impôts. Bon. Or, les gouvernements ont tous les instruments juridiques pour s'y opposer. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que les gens qui ont été élus pour faire marcher. C'était les gens qui ne voulaient pas prendre ces mesures. Et c'est pour ça qu'ils ont été élus. Donc ce n'est pas la démocratie qui est en cause, ce n'est pas le problème. On est d'accord. Le problème, c'est l'opinion publique. Alors, on n'est pas informé. Si, on est très informé, mais j'imagine que quelqu'un qui est au chômage ou n'arrive pas à finir ses fins de mois, il ne peut pas s'informer. Il n'en a ni la possibilité, ni la volonté, ni l'énergie. Évidemment, c'est un travail de s'informer, c'est un travail qui demande une certaine liberté, une certaine disponibilité. Effectivement, les pauvres ne sont pas informés et d'une certaine manière ne peuvent pas l'être. Mais ne disons pas qu'en France, on n'est pas informé de tout cela. Tous les articles de journaux, Arte, la télévision passent leur temps à nous parler de ces choses-là. C'est pas vrai qu'on est... Je pense que l'information est première. C'est extrêmement important, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec toi que les gens sont automatiquement informés parce qu'ils lisent la grande presse, etc. Et l'information, c'est la première arme qu'il faut pour agir. Si on veut parler de tout l'argent qui s'est échappé vers les paradis fiscaux, c'est entre 21 et 32 trilliards d'après le Tax Justice Association. Et eh bien, pourquoi ça s'échappe? Mais parce que le gouvernement le sait très bien. Il a eu un rapport de 2 députés très séparés politiquement qui expliquait que 60 à 80 milliards du budget français étaient dans des paradis fiscaux et que c'était chaque année comme ça. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose? Non, parce que ceux qui profitent de ces paradis fiscaux ne lui permet pas de le faire. Je reviens aux entreprises transnationales, je reviens aux grandes 4 dans l'économie de accounting, de comptabilité, les KPMG, PwC, etc. Et qui fondent la loi. Et on ne mettra jamais fin aux paradis fiscaux tant qu'on n'aura pas le contrôle de cette agence qui est sous le contrôle des 4 grandes compagnies qui fixent les règles.
et qui exerce le pouvoir pour expliquer légalement comment vous pouvez mettre votre fortune, ça va vous coûter cher d'avoir leur conseil. Bon, mais vous pouvez avoir leur conseil pour mettre ce que vous voulez dans les paradis fiscaux. Bien sûr. Et on ne change pas, mais parce qu'il y a des lobbies, il y a des gens qui peuvent... Mais je te rappelle que le Luxembourg, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne sont des paradis fiscaux. Bon, donc, pour changer ça, il faut une décision européenne. C'est pas la France qui va toute seule faire le travail. Je crois que là, on touche effectivement des points très importants, mais c'est pas parce qu'ils existent qu'il faut pas. Au contraire, je dirais, il faut inventorier tout ça. C'est ce que disait Suzanne, ce que disait Marcel aussi tout à l'heure, de façon à ce que on puisse avoir à un moment donné prise sur ces choses, qu'on puisse dire comment on fait. Il y avait eu, si vous vous souvenez, il y avait eu un espoir. Sans doute fallacieux au moment de la grande crise de 2008, où les grands pays les plus touchés, c'est-à-dire les États-Unis et l'Angleterre, s'étaient mis à dire on va réglementer tout ça, on va... On le jure, on va le faire. Oui. Non, mais... Ils ont recapitalisé les banques. On peut se rappeler que Sarkozy a dit c'était fini. Hein. Oui. Non, mais si vous voulez, et sur le moment, ils ont quand même mis en place des instruments de contrôle, etc. On s'est dit, bon, ça avance. En fait, on a vu que non. Bon. Mais il semble que ce type de... Est-ce qu'on ne peut fonctionner qu'au moment des crises? Et là, on a vu que ce qu'étaient capables de faire les grands gouvernements et la Banque européenne, c'était de sauver le système financier. Oui, ils ont recapitalisé les banques. Voilà. C'est plus compliqué, je crois, qu'autrefois, c'est tout. Parce que quand moi j'ai commencé ma vie un peu militante, c'était la guerre du Vietnam. Ça m'a changé complètement les idées. Et là, on disait, il suffisait de dire US hors du Vietnam, et tout le monde comprenait ce que ça veut dire. Ils étaient d'accord ou pas d'accord, mais ils comprenaient. Maintenant, si je veux expliquer le TTIP ou d'autres traités comme ça, et je passe beaucoup de temps à informer les gens, mais il me faut plus qu'une phrase. Voilà. Je suis désolée, est-ce que vous avez 10 minutes, un quart d'heure, parce que je peux vous expliquer, mais c'est la réponse à votre interrogation, je crois. C'est pour ça que je vous ai dit en aparté, il faut rejoindre un comité attaque. Je parle pour ma paroisse, mais on passe notre vie. Il y a combien de monde au comité attaque? D'accord. Bon, il y a du pain sur la planche. Oui. Il y a du pain sur la planche. Je pense que ce que montrait d'ailleurs bien, vous en parliez tout à l'heure, le reportage sur HSBC, pardon. En plus, ils ont trouvé un nom difficile à prononcer pour un Français. C'était comment ces grands groupes financiers arrivent à masquer les choses et à entretenir la confusion sur ce qui... Mais qui est en même temps le go-between entre la Chine et voilà. l'Angleterre. C'est que si tu veux, il n'entretient pas la confusion. Il est au cœur d'une espèce de réseau dépendant qui fait que si on coupe la tête, effectivement, l'ensemble du réseau bancaire qui est dépendant se casse la gueule et que l'ensemble du système financier, en particulier des pays riches, se casse la gueule. Là encore, c'est l'expression même de la mondialisation financière. Si en face de ça, il n'y a pas une mondialisation politique, évidemment, on ne peut absolument rien faire. Quand je disais, il faut quand même revenir sur le fait que les Pays-Bas, le Luxembourg, les Hébrides permettent, et la Grande-Bretagne permettent, Monaco, par exemple, au gouvernement français, le manque à gagner des 40 et 60 milliards d'euros dont il aurait besoin. C'est plus que ça, même. C'est plus que ça. Bon, non, mais c'est précis.
Donc ça, c'est l'Europe qui tolère ceci. Absolument. Bon, je ne parle pas de la fraude. L'optimisation fiscale est quelque chose de tout à fait légal. Et tout ce qui se passe avec ces pays est tout à fait légal. Bon. Alors, s'il y a une action à faire, c'est effectivement à ce niveau-là. Eh oui. Oui. Non, je voulais dire, on parle mais au niveau présenter. Voilà. Au niveau strictement français, il y a énormément de choses qui ne sont pas faites. Je parle du niveau strictement français. On parle, par exemple, à part l'optimisation, il y a un petit aspect qui est celui de l'exil fiscal. Dans un pays parfaitement capitaliste comme les États-Unis, l'exil fiscal n'existe pas. Un citoyen américain qui va s'installer à l'étranger reste imposable tout autant que s'il était resté aux États-Unis. On lui fait payer des différences. Ça, c'est la France qui n'a pas ce qu'il faut. Énormément de règles sur l'optimisation fiscale sont contrôlables au niveau des États et de la France en particulier. La France ne le fait pas, ne poursuit pas, ne met personne en prison. Et du coup, les interventions au niveau européen ou mondial sont beaucoup plus complexes. Les interventions au niveau français, elles-mêmes ne sont déjà pas faites. C'est à nous, comme citoyens, nos représentants au Parlement, HSBC, personne n'est allé en prison. Non. Personne n'est allé en prison, mais par exemple, dans un cas un peu similaire, Volkswagen, la grande fraude. Sur le diesel, oui. Bon, il y a des gens aux États-Unis de Volkswagen qui sont en prison. Oui, mais parce que c'est la concurrence internationale des industries. C'est les États-Unis qui en profitent pour taper sur les. Mais c'est pas de la différence. C'est pas de la vertu. Non, non, c'est pas de la vertu. Non, non. C'est pas de la vertu. C'est de la finance pure qui tape sur la vertu. Et bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien, mais la morale, ils gagnent rien. De toute façon, il n'y a pas de morale dans cette histoire. Enfin, nous, on se situe quand même par rapport à des choses qui sont bien et d'autres moins bien, on est d'accord. Nous, il doit y avoir une morale. Oui, mais pas dans. Voilà. C'est pour ça que je parlais de confusion tout à l'heure. Bon, enfin, c'est justement parce qu'il n'y a pas de morale. Et bon, je pense qu'on arrive. Bon, il nous reste 5 minutes, 5-6 minutes. Je crois que, bon, pour moi, cet échange a été intéressant. Et fructueux, en même temps il est incomplet, on est bien d'accord. Ce que je souhaiterais d'abord, est-ce que nous sommes convaincus que ça vaut la peine de faire d'ici un peu plus de 6 mois, 7-8 mois, donc une journée ou une demi-journée sur ce thème qui sera précisé bien évidemment. Et alors, en reprenant certains points qui ont été traités aujourd'hui, l'aspect bien évidemment financier, économique, l'aspect social qui a été présenté par les uns et par les autres, l'aspect agricole et alimentaire. Bon, on ne pourra pas tous les prendre, mais je pense qu'il faudra sans doute parler de démocratie, c'est-à-dire ce qu'on entend par démocratie, et préciser les choses, parce que on est bien d'accord que c'est un mot fourre-tout. Donc est-ce qu'on est d'accord pour que ça vaille la peine de travailler, de présenter vers le mois de mai, on peut faire ça, une réflexion qui serait conduite à la fois par nous et puis par un certain nombre d'intervenants extérieurs, européens et pourquoi pas extra-européens, parce que ce serait intéressant d'avoir encore une fois un regard extérieur. Donc est-ce qu'on peut rapidement donner un oui, non ou un commentaire? Robert? Et puis, ah oui, je ne vous ai pas donné. Ouais. Non, enfin, je vais parvenir sur un certain nombre de choses, juste sur l'information. Moi, je ne suis pas très convaincu que le thème de démocratie soit très vendable. Mais par rapport à l'information dont il était question tout à l'heure, tout le monde est informé, tout le monde sait. Non, tout le monde ici lit le Monde, ou un certain nombre, tout le monde sait le lire.
et à la culture historique ou à un certain nombre de choses qui permettent de décrypter dans un sens ou dans un autre, ou dans un troisième. Bon. Mais là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui manque, c'est en tout cas la question des réseaux sociaux et de l'information. Qui prend son information et où? Quand on dit un très bon reportage, un très bon documentaire sur HSBC à la télévision, mais qui regarde ça? Je veux dire, il faut s'interroger sur ce que regardent les gens jeunes, et par rapport à ce qui était dit rapidement, bon, juste une chose, c'est sur le repli, je veux dire, la représentation de la politique, les gens, soit ils regardent pour dire tous pourris, soit ah non, j'ai pas le temps, ah non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a, enfin moi je ressens un léger décalage, comme dirait Sampé, entre certaines choses qui sont dites et les gens qu'on peut voir qui sont ailleurs complètement et qui sont dans l'économie sociale, qui font voilà, qui vivent à la campagne, qui font à nouveau du fromage de chèvre. Mais en tout cas, et puis le rapport au temps, ce que vous disiez, que vous auriez besoin d'un certain temps, que les choses sont maintenant plus compliquées. Alors, pour ne pas dire immédiatement ah, je peux pas, je comprends rien, on n'a plus le temps non plus. Hein. Je veux dire, on est tous pareils. Et tout le monde fonctionne comme ça, et de plus en plus. Il faut aller vite et synthétique. Et bref, évidemment, là-dedans, bon, enfin bref. Enfin, vous remarquerez quand même que la question du repli sur soi identitaire, et ça, était au cœur de notre réflexion. Donc c'est pas. Dit identitaire. Hein? J'ai pas dit identitaire. J'ai dit identitaire et autres. Oui. Ça peut être plein d'autres choses. Oui. Donc, mais c'est du repli, du retour sur soi. Donc, l'apathie tout à l'heure. Bon, là, je ne veux plus d'intervention. Je voudrais simplement, parce qu'on a 5 minutes, hein, même pas, répondre à ma question. Voilà. Simplement, je crois que d'un côté, le débat qui après il ne faut pas courir de livre à la fois. On a parlé ici de la problématique démocratique, c'était tout l'axe de l'exposé initial de Jean Marat. Ensuite, dans le débat, évidemment, on a touché à la question européenne, les questions étant liées. Mais je crois que nous devons trancher de savoir si on veut parler de la problématique d'une relance démocratique de l'Europe, sans faire l'axe de la réunion, ou si on veut prolonger la discussion amorcée par l'exposé initial de Marat sur quelle est la problématique démocratique, quels sont les aspects conflictuels internes qui doivent être affrontés, quelles sont les forces en présence. C'est tous ces éléments, plutôt une approche de philosophie politique que nous devons avoir dans ça. Et après, le débat européen, bien sûr, nous pourrons le greffer dans une autre réunion. Et si on mêle les deux choses, on va aboutir à un tas de banalités. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Je veux dire en deux mots, moi il me semble avoir entendu les gens, et même avoir regardé ceux qui n'ont pas parlé, qu'il y a une prise de conscience, enfin, il faut exister, mais très forte de ce que tu as appelé les fondements même de la crise de la mondialisation, qui est à l'origine de tout ce dont on a parlé. Ça me paraît évident. Et la deuxième chose, c'est que faire une réunion en tenant compte de ce que tu dis, c'est-à-dire en choisissant, il y a un axe, ça ne marche que si c'est préparé. Ça, oui, mais ça va de soi. Donc il faut pouvoir le préparer par quelques petits groupes. Et ce qui va être important, c'est de bien savoir ce qu'on choisit, en fonction de ce qui a été dit. C'est-à-dire, moi, à mon avis, on peut se tromper, mais il faut essayer à quelques-uns d'éclairer, puis ensuite de travailler et de se retrouver avec un public, si possible, plus nombreux. En sachant qu'il faut le faire rapidement. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même des écrits. Si on fait, par exemple, des groupes de travail, il faudrait quand même des écrits, c'est-à-dire que quelqu'un rédige, ça permet la discussion du groupe. Enfin, moi, j'ai souvent travaillé comme ça, dans le cadre associatif. Donc, il faut un écrit. À un moment donné, il y a un rapport. Bon, ensuite, il y a des petits groupes de travail, et puis quelqu'un rédige, et on discute sur le document. Avant la grande réunion plénière. Voilà ce que je suggère. Très bien. Oui, il y a une question qui a été soulevée, je crois qu'il est intéressant de la mettre au regard du problème de la mondialisation.
c'est que par rapport à ce problème, que pourrait faire justement un pays comme la France? Quelle est la marge de manœuvre? Quels sont comment dire, oui, quelle est la marge de manœuvre d'un pays comme la France par rapport aux problèmes soulevés, qui ont été soulevés par la mondialisation? Je pense que ça complète la réflexion sur le problème de la mondialisation. Oui, il y a des marges de manœuvre. Je n'en sais rien, mais c'est comme ça. C'est Paris. Oui, on n'est pas. Oui, mais ce serait intéressant quand même de regarder d'un peu plus près ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est aussi, dit-il, imputé à la France des actions. Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que l'intérêt de l'Europe, c'est pas l'Europe en elle-même uniquement. C'est que je pense que on voit actuellement que la plupart des pays européens n'ont pas la capacité de traiter cette question dont vous parlez par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un problème qui se pose au moins à l'échelle européenne, bien sûr au niveau mondial, mais que s'il y a une possibilité de trouver des solutions, c'est sans doute au niveau européen où il y a le plus de similitude, de solidarité en quelque sorte, qui permettrait de trouver des réponses. Et je trouve que faire venir des gens qui sont extérieurs à la France, et parfois même à l'Europe, ça nous permet d'éclairer notre propre regard et nos propres travaux. Ça, je suis tout à fait disposé à participer à des travaux avec vous, et que vous meniez des travaux vous-même d'ailleurs, on va voir la forme que l'on peut prendre, parce que je pense que, ça c'est mon opinion, hein, et je la partage, c'est que nous avons quand même un petit peu trop souvent tendance à avoir un regard franco-français, et que si nous-mêmes, en tant que Cercle Condorcet, puisqu'on parlait des Lumières tout à l'heure, et Condorcet était un homme des Lumières profondément universaliste, c'était une époque où on l'était beaucoup, où les gens discutaient entre États-Unis, Russie et... fait la révolution avant la France. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je trouve que ces éclairages croisés sont utiles. Il ne s'agit pas de s'enfermer oui. sans venir précisément des invités étrangers, pour parler de la problématique démocratique. Oui, voilà. Mais bon, voilà. Donc, sur la méthode, Jean-Claude. Sur la méthode, moi je pense qu'il faudrait qu'on se réunisse à quelques-uns pour approfondir un peu le cadre, voilà. Parce qu'il y a quand même des divergences, on ne peut pas tout traiter. Quoi. Non, on ne peut pas tout traiter. Il faudra... Bon, faire un canevas et le présenter soit au conseil d'administration, soit à une plénière, ou enfin, je pense que ça serait pas mal d'ici, je sais pas, la fin de l'année, quoi. Il faudrait que ce soit fait en décembre. Oui, c'est ce que j'ai dit, avant la fin de l'année. Sauf à déléguer entièrement au président. Au président. Non, c'est pas démocratique. C'est une démarche populiste. Bon, merci. Je propose que ceux qui se sont proposés participent à ce groupe de travail. D'accord ? Tu voudrais bien t'en occuper, on s'en occupe. Oui. Donc Jean-Claude, toi aussi. Oui, il faut qu'on soit. Voilà. Non, on sera plusieurs. Marcel est d'accord. Je pense que vous allez être plusieurs. Hein, je pense. Oui. D'accord. Bon, sur ces. Je vous remercie pour cette. Est-ce que tu peux faire, je ne sais pas, t'envoies une lettre à qui veut participer. J'ai noté Marcel, Jean-Claude, je crois que Jean-Pierre aussi. Je crois qu'il veut participer. Alain Cohen, tu serais d'accord pour participer à ce travail, hein? Oui, mais je te note. Non, après, d'accord. Je pense que ça va, là.
Ça va si on laisse ça. Oui, oui. Il y aura peut-être un bisou qui pourra. Ah ouais, ça va, on a été. Ça va? On essaye? C'était bien? Bon. On a 5 minutes. Bon, ça a marché.